Alors bonjour à tous. Je pense que voilà, vous êtes sur le point de vous connecter. Vous êtes en train de vous connecter à ce webinaire qui est dédié au décret tertiaire. Décret tertiaire, puisque nous sommes à un an après cette année qui a été l'année de la déclaration de référence et qui vous fait rentrer maintenant opérationnellement dans ce dispositif éco-énergie tertiaire, en tout cas pour l'ensemble des détenteurs de patrimoine et de bâtiments supérieurs à 1000 mètres carrés. Donc, en tout cas, il nous semblait, nous, les organisateurs de ce webinaire, donc je cite l'association Amorce, que vous connaissez bien et qui agrège un certain nombre, en tout cas, de collectivités locales, bien sûr Sobre Énergie, qui organise également ce webinaire, la Banque Postale, qui fait partie aussi de cette initiative, et Économie d'énergie, qui est un délégataire C2E du groupe La Poste. Voilà, donc nous sommes vraiment ravis que vous nous rejoigniez dans ce webinaire dédié donc au décret tertiaire, dédié aux collectivités locales qui sont bien sûr des détenteurs importants de bâtiments tertiaires et qui ont un patrimoine important sur l'ensemble du territoire français. Et il nous paraissait important, un an après la déclaration qui a été faite au 31 décembre, qui avait été reportée du 30 septembre 2022 au 31 décembre 2022, de faire une sorte de bilan et justement d'identifier cette phase 2 qui fait rentrer en fait l'ensemble des détenteurs de patrimoine immobilier dans une nouvelle phase. Et c'est pour ça que nous avons appelé ce webinaire Place à l'action pour cette nouvelle période qui commence en 2024 jusqu'à 2030 et donc jusqu'à la réalisation de cette échéance très importante des moins 40% en termes relatifs et puis et de l'objectif en tout cas qui est la première grande échéance. Voilà, donc je suis ravi d'accueillir mes co-hôtes, que sont Maxime Scheffler de l'association Amorce et qui est le chargé de mission maîtrise de l'énergie. Voilà, Maxime, ravi que vous soyez avec nous. Merci, ravi de même. Bonjour à tous. Caroline de Marquessac, qui est responsable du marché des collectivités locales au sein du groupe La Poste. Bonjour. Et Antoine Poirier, qui est responsable du portefeuille client économie d'énergie, qui appartient donc délégataire C2E au sein du groupe La Poste. Bonjour à tous. Voilà, donc on va essayer en tout cas de respecter au plus le timing qui nous est imparti, 1 heure, et vraiment on va essayer de respecter les 10 minutes qui seront consacrées à un échange le plus interactif possible. N'hésitez pas à noter dès maintenant en haut de votre interface Teams. Normalement, vous avez un petit signet Q et R dans lequel vous pouvez écrire des billets ou des questions au fur et à mesure des présentations. Voilà. Donc, n'hésitez pas à les noter au fur et à mesure et à la fin des interventions de chacun d'entre nous, on sera ravis de répondre à vos questions. Voilà, sans plus attendre, le sommaire. Le sommaire avec une petite présentation de Sobre Énergie, juste pour vous rappeler quelle est notre activité. Et ensuite, on basculera dans, bien sûr, quel est ce bilan après 1 an de déclaration et quelles sont les prochaines étapes avec cette nouvelle période qui s'ouvre de 2024 à 2030. Un témoignage et des solutions des collectivités avec l'association Amorce et des retours d'expérience qui seront très intéressants, je pense, notamment sur des villes comme Lille, Albertville et d'autres. Les moyens de financement des investissements avec la Banque Postale et le financement sur le levier puissant des C2E, puisque vous le savez, pour les travaux de rénovation énergétique et atteindre les objectifs de 40%, il faudra en passer par des travaux, même si on peut aussi agir sur les comportements. Voilà. Donc, et à la fin, des questions-réponses. Voilà, donc ça, c'est vraiment le sommaire. Je vais basculer juste rapidement pour vous dire en quelques mots ce que fait Sobre Énergie. Alors, Sobre Énergie, c'est une société du groupe La Poste et qui est à 50% de la Banque des Territoires.
et qui a la spécificité de disposer en fait d'accompagner les collectivités et les entreprises dans leur transition environnementale pour leur parc immobilier, hein. Tout simplement pour leur faire réaliser des économies d'énergie. Alors, ça passe évidemment par différents moyens. Collecter les données qui sont existantes, les données de consommation énergétique, les données bâtimentaires, et ça, c'est très important dans le cadre du décret tertiaire. Mais Sobre Énergie, ce n'est pas seulement ça, c'est aussi plus de 200 audits par an d'audits énergétiques, des prestations d'énergie management pour aider les gestionnaires de patrimoine à atteindre leurs objectifs de réduction d'économie d'énergie. Donc, Sobre, c'est bien sûr, donne des leviers d'action pour rendre le patrimoine de ses clients, des collectivités, plus sobre et plus efficace. Voilà, donc on a une spécificité qui est effectivement d'avoir plus de 15 000 sites qui sont supervisés par notre plateforme, ce qui est quasiment inédit en France, qui vous donne une idée du nombre de téraoctets de données qu'on peut gérer sur notre plateforme et qui montre qu'on est effectivement scalable sur des patrimoines qui sont très importants, mais aussi sur des patrimoines moins importants. Bien sûr, des bâtiments, des data, des hommes, c'est ce qui fait l'ADN de Sobre Énergie, comme je viens de le dire. Excusez-moi, voilà. On va rentrer dans alors, quelques références, vous vous en doutez, des références sur les entreprises, des références sur les collectivités locales. On a donc effectivement un certain nombre de collectivités de toute taille qui nous font confiance. On parlera des retours d'expérience après avec Maxime pour la partie amorce. Donc, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Un an après où nous en sommes, tout simplement, vous le savez, le 31 décembre 2022, c'était la déclaration qui était absolument nécessaire pour définir son année de référence. Je vais juste rappeler quelques fondamentaux très rapidement. La loi Elan du 23 novembre 2018, le décret tertiaire ensuite qui en a été décliné, et puis après vous aviez toute une batterie d'arrêtés qui, à ce jour, sont bloqués à l'arrêté valeur absolue 2 du 24 avril 2022. Et se posera la question effectivement des autres arrêtés, notamment valeur absolue 3 qui concernent le commerce, les hôtels, la restauration. C'est définir le but de ces arrêtés, c'est de définir les objectifs en valeur absolue de ces secteurs-là. Et ensuite, par la suite, on suppose qu'il y aura valeur absolue 4 pour la justice, la santé, la logistique, valeur absolue 5 pour la culture, l'audiovisuel et notamment les dom-tom. À chaque fois, c'est la même démarche, c'est définir des objectifs de performance énergétique, soit en valeur relative, moins 40, moins 50, moins 60, moins 40 en 2030. La valeur absolue pour les différents secteurs, pour tenir compte plus de la spécificité des activités au sein des bâtiments tertiaires. Bien sûr, le périmètre, c'est tous les bâtiments assujettis, donc c'est-à-dire une surface de plancher supérieure ou égale à 1000 m². Donc ça, c'est effectivement l'élément. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des entités fonctionnelles assujetties qui peuvent être inférieures à 1000 m² au sein du bâtiment, mais ça, c'est un des points. Un des points d'attention très important, c'est la responsabilité, la co-responsabilité entre le propriétaire et le locataire, qui font qu'à la fin, tous les deux doivent faire des déclarations de consommation sur la plateforme Opérate que vous connaissez maintenant assez bien. Voilà, mais on peut dire que dans la réalité, c'est quand même le propriétaire qui tient plus la corde et qui évidemment joue sur la partie du bâti. Sur la phase 2, la préparation de la feuille de route, puisque là, on rentre dans le vif du sujet de cette nouvelle période de 2024-2030. Ce qui est essentiel, c'est de comprendre qu'on ne peut pas agir sur son patrimoine tant qu'on n'a pas réalisé un audit énergétique, puisque c'est la première chose à faire, c'est de connaître, en tout cas d'investiguer plus précisément sur les postes de consommation et les déperditions éventuelles qu'il peut y avoir sur le bâti. Et donc, ça passe forcément par un audit énergétique qui va vous permettre d'identifier les actions et les recommandations en sortie d'audit.
Après, effectivement, ça, c'est ce que vous avez, ce que vous pouvez faire. Vous voyez une petite frise là sur cette présentation là qui vous donne les différentes étapes. C'est les audits d'exploitation et les actions sur l'exploitation. Il y a des choses qui sont tout à fait possibles de faire sans aller forcément sur des travaux. Nous l'avons constaté, il est possible d'avoir des actions de commissioning ou de recommissioning, de reprogrammation de certains éléments, notamment du chauffage, et on se rend compte qu'on peut tout de même atteindre effectivement des pourcentages, en tout cas des réductions de consommation d'énergie quand même, de l'ordre de 10-15% sans aller sur des interventions sur le bâti. Mais effectivement, en sortie d'audit, sur d'autres actions, vous avez des actions qui sont plus long terme sur la partie bâtie. Et là se pose la question de soit la collectivité a des moyens ou des moyens financiers pour réaliser ces travaux, soit elle n'en a pas. Et à ce moment-là, ça va être compliqué. Il va falloir rechercher des solutions de financement. Voilà. Donc, ou alors, effectivement, moduler intelligemment à travers le dossier technique de modulation, on le verra par la suite. Bien sûr, il y a tout ce qui est le pilotage de sa trajectoire, une fois qu'on a réalisé des travaux potentiellement, mais il faut monitorer et éviter ce qu'on appelle l'effet rebond, c'est-à-dire le fait de se relâcher et finalement de rebasculer dans des consommations qui dériveraient. Donc, je voulais simplement vous présenter très rapidement ce qui se passe quand on passe à l'action dans cette nouvelle période 2024-2030. C'est à travers cette audit énergétique. Là, vous avez un exemple d'école en tant que collectivité. C'est la première part de votre patrimoine en tant que collectivité. Là, vous avez de manière très simple ce que je viens d'expliquer tout à l'heure, des actions à court terme, des actions à moyen terme, des actions à long terme. Les actions à court terme, c'est celles qui ont un retour sur investissement inférieur à 4 ans. Et l'installation de la GTB, par exemple, fait partie, ou les actions sur le chauffage, c'est des actions qui sont, en tout cas, qui font partie des scénarios de travaux qui sont les plus accessibles pour vous, en tout cas en termes d'investissement. Après, il y a des actions à plus long terme, notamment sur la mise en place d'une PAC, et vous le savez que ça fait partie des plans de la planification écologique, notamment du gouvernement, avec les fameux chiffres des 1 million de PAC. Et ensuite, vous avez les actions à plus long terme sur l'isolation par l'extérieur ou l'isolation par le plancher, avec toute une batterie de travaux. Donc là, effectivement, ces scénarios-là sont quantifiés et vous permettent d'identifier vraiment ce que vous allez mettre en œuvre et budgétiser vos prochains exercices pour financer. Donc là, juste pour vous donner quand même quelques ordres de grandeur, et là c'était une école qui était prise de manière unitaire. Le scénario 1 sur les actions, en fait, la mise en place d'une GTB par exemple, ou la mise en place de vannes thermostatiques ou de thermostats qui permettent de piloter le chauffage selon l'occupation et l'usage, ça vous donne des ordres de grandeur. Vous allez atteindre environ 24% d'économie d'énergie, ce qui est substantiel quand même. Tandis que dans un scénario 2, si je reviens juste un instant, là, vous avez le levier des installations de panneaux photovoltaïques qui est véritablement un énorme levier et qui vous permet potentiellement de couvrir en occupation de l'école, potentiellement jusqu'à 75% des besoins de réduction de consommation en scénario 2. Donc, vous voyez que là, vous êtes au-delà des obligations. C'est pour ça qu'il faut effectivement identifier assez rapidement ces travaux et potentiellement les financer. Voilà, donc ça, c'est vraiment la démarche qu'il faut avoir en tête. Voilà, donc après, on peut moduler intelligemment. Il faut savoir qu'il y a un dossier de modulation qui est prévu dans le dispositif et qui va être obligatoire, en tout cas à partir de 2027. Donc, pour pouvoir être prêt avant 2027, il faut pouvoir avoir fait les études et l'audit en 2026. Où là, évidemment, les critères pour pouvoir justifier d'une dérogation à l'objectif de moins 40% ou à l'objectif en valeur absolue, il faut avoir déterminé à travers une étude, à travers un audit par exemple, que les contraintes techniques sont manifestes et ne permettent pas de mettre en œuvre notamment les travaux. Il peut y avoir des contraintes architecturales, donc ça c'est effectivement les principes qui sont spécifiés dans le décret.
les bâtiments, par exemple, aux abords de sites classés. Bon, ça, c'est le fameux avis des ABF. Et enfin, des coûts de travaux disproportionnés. Où vous allez, grâce notamment à un bureau d'études, éventuellement un architecte, déterminer un ROI qui sera supérieur à 15 ans, de l'ordre de 30 ans. Et à ce moment-là, les travaux de rénovation ou d'isolation, par exemple, ne sont pas soutenables économiquement pour votre collectivité. Pour résumer, bien sûr, à la fin, il faut quand même piloter sa trajectoire. Piloter sa trajectoire, en résumé, c'est repérer les bâtiments prioritaires, déterminer des utilités énergétiques pour déterminer les bâtiments qui sont, entre guillemets, intéressants pour réduire vos consommations d'énergie et qui pèsent dans votre patrimoine. Il faut savoir qu'il y a un mécanisme d'agrégation dans le dispositif pour pouvoir un bâtiment qui a un fort poids dans votre patrimoine vient peser et donc forcément ça va constituer un levier. Vous avez un levier pour réduire ses consommations d'énergie pour l'ensemble du patrimoine. Donc il est nécessaire d'avoir une vue globale sur votre patrimoine et donc là effectivement piloter les objectifs par une plateforme a des avantages pour pouvoir identifier le poids d'un bâtiment par rapport à un autre. La mise en place des actions de performance énergétique, éventuellement des actions de sobriété, puisque tout ne passe pas par les travaux, et enfin le suivi de la trajectoire pour s'assurer de la conformité avec l'année réglementaire. Voilà. Donc, j'ai essayé d'être à peu près synthétique dans les 10 minutes qui m'étaient imparties et pour essayer de tenir le délai. Je vais transmettre juste la parole à Maxime qui va nous témoigner, nous donner des solutions sur les collectivités qui ont été mises en œuvre, en tout cas dernièrement. Maxime. Merci Arnaud. Bonjour à tous. Donc effectivement, Maxime Scheffler, chargé de mission maîtrise de l'énergie au sein de l'association Amorce. Donc Amorce, très rapidement, c'est une association de collectivités engagée dans les questions de transition écologique. Donc nos bureaux sont basés à Lyon, mais nous avons des adhérents sur l'ensemble du territoire français, comme vous pouvez le voir ici, également notamment en Outre-mer. Et donc, nous avons aujourd'hui plus de 1100 adhérents, donc 2 tiers de collectivités de toute taille, donc de la commune jusqu'aux métropoles, départements, régions, et 1 tiers de ce qu'on appelle des partenaires de collectivités. Donc, ça peut être des associations, des bureaux d'études, des cabinets juridiques qui accompagnent les collectivités dans leurs projets de transition écologique. Les collectivités ont la possibilité d'adhérer sur 3 compétences, donc énergie, eau et déchets, principalement, et propreté qu'on a ouvert dernièrement. Donc, nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est bien sûr la partie énergie. Donc, sur la question de l'énergie, vous voyez qu'on travaille sur le développement d'énergie renouvelable, la création et le développement de réseaux de chaleur et de froid notamment. Et donc, pour ma part, plutôt sur la question de maîtrise de l'énergie, de rénovation énergétique à la fois sur les bâtiments publics et aussi sur les logements. Et également, pour ma part, je suis aussi référent sur les sujets de certificats d'économie d'énergie dont on parlera un peu plus tard ce matin. Mais donc, si j'interviens ce matin, c'est pour vous faire quelques retours d'expérience de collectivités qui ont mis en place des actions pour atteindre les objectifs du décret tertiaire qui ont été évoqués par Arnaud précédemment. Et donc, le premier exemple, c'est celui de la ville de Lille. Donc, la ville de Lille qui a mis en place un plan de sobriété en 2022 en lien avec les annonces gouvernementales et le plan de sobriété national. Donc j'ai repris quelques chiffres de l'impact du plan de sobriété énergétique de la ville de Lille. Donc vous voyez qu'on a des baisses de consommation qui sont assez intéressantes et qui du coup sont autant de consommation évitée et donc autant de consommation qu'on n'aura plus besoin d'éviter pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Donc vous voyez qu'on est entre 11 et 15%. Donc on a fait entre un quart et un tiers du chemin pour les objectifs de 2030 de moins 40% de conso. Donc c'est pour vous rappeler l'importance de l'articulation entre sobriété et efficacité. Donc c'est pas un ou l'autre, c'est bien les deux actions qu'il faut mener en parallèle et conjointement. Donc ça c'est le plan de sobriété de la ville de Lille et ce que je voulais vous présenter sur la ville de Lille, c'est qu'ils ont mis en place un dispositif qu'ils ont appelé les correspondants énergie, qui est en fait des agents de la collectivité qui ont 3 missions principales, la mesure et le suivi des consommations énergétiques, la sensibilisation et la communication auprès de l'ensemble des agents de la ville, et enfin un accompagnement technique et pédagogique. Donc ce dispositif a été mis en place il y a quelques années et il monte en puissance
depuis 2019. Si on peut passer à la diapo suivante, Arnaud. Donc vous voyez, donc on est sur la 7e saison et au fur et à mesure que les saisons évoluent, il y a de plus en plus de bâtiments qui sont concernés par ce dispositif et qui permet donc d'éviter un certain nombre d'émissions de gaz à effet de serre. Donc vous voyez 1078 tonnes sur la dernière saison en cours. Donc, ce qui permet de maîtriser au mieux ses consommations énergétiques sur l'ensemble du patrimoine de la ville. Donc là, on a repris quelques bâtiments qui sont concernés par ce dispositif. Vous voyez qu'il y a une typologie de bâtiments très large entre des crèches, des salles de sport, des médiathèques, etc. Et donc, ce dispositif qui est voué à continuer à se développer dans les prochaines années. Donc, je vous ai présenté très rapidement la ville de Lille, mais si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à revenir vers moi, à me contacter par mail. Je vous laisserai mon adresse mail en fin de webinaire. Enfin, le deuxième retour d'expérience, donc c'est la ville d'Albertville. C'est un retour d'expérience qui est assez intéressant puisque la ville a choisi de mettre en place un dispositif d'intracting sur fonds propres. Donc, c'est quelque chose que vous connaissez peut-être. Il y a certains établissements bancaires qui le proposent. Je pense à la Banque des Territoires, par exemple. Ici, l'objectif, c'est de le faire en propre, donc sur ses propres fonds. Donc, à Albertville, ce qu'ils ont choisi de faire, c'est de quantifier les économies d'énergie qu'ils ont pu réaliser au cours des années précédentes via leurs différentes actions et d'évaluer le montant d'économies réalisées. Et ce montant-là, ils l'ont affecté sur une ligne budgétaire particulière et qui, du coup, sert à financer de nouvelles actions sur les années à venir. Donc, chaque année, le fonds est abondé par les actions de sobriété et d'efficacité énergétique qui ont été mises en place et par les économies d'énergie qui sont associées à ces actions. Donc, c'est vraiment un cycle vertueux, pardon, sur l'ensemble des services, puisque l'objectif ici, c'est vraiment d'intégrer l'ensemble des services. C'est un dispositif qui est piloté par le service financier, et donc tous les services sont associés à ce dispositif et chaque agent peut proposer des actions à mettre en place à son échelle au niveau de son service. Et donc, il s'appuie notamment sur un prêt à taux zéro. Et donc, il est alimenté par les remboursements des actions financées, comme je disais. Et donc, l'idée, c'est que chaque année, il soit abondé de plus en plus pour financer des actions avec des investissements plus importants. Donc là, je vous reprends un peu les étapes de mise en œuvre du dispositif. Donc, ce que je disais tout à l'heure, donc ils ont évalué les économies d'énergie antérieures. Ils ont listé les premières mesures à financer. Donc, les premières mesures, c'est souvent des mesures avec des investissements assez faibles et donc avec des temps de retour sur investissement également courts. Et l'objectif final, c'est d'affecter de nouvelles recettes au dispositif pour renforcer son impact. Et du coup, ça permet vraiment à tous les services de s'interroger sur les actions qu'ils mènent et ce qu'ils peuvent mettre en place à leur échelle. Donc là, je reprends quelques-unes des mesures qui ont été financées par ce dispositif, notamment côté énergie. Donc, on est sur des actions assez standards de relamping, d'isolation, d'installation de pompes à chaleur et des actions également sur l'éclairage public. Et enfin, donc il y a d'autres mesures qui sont envisagées pour les prochaines années avec des temps de retour potentiellement un peu plus longs. Mais du coup, ça intègre vraiment l'ensemble des services dans cette démarche de réduction des consommations. Il y a un peu un côté challengeant entre services pour essayer de voir qui arrive à aller le plus loin et à faire les plus grosses économies. Donc, c'est une des solutions qui permet de massifier l'action de la transition énergétique avec une démarche globale sur l'ensemble des services et l'ensemble des bâtiments de la commune. Si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un programme européen qui s'appelle H2020 Prospect qui a pour but de mettre en place des groupes de travail avec des collectivités pour travailler à la mise en place de ce dispositif sur fonds propres au sein des collectivités. C'est un groupe de travail qui sera notamment animé par la ville d'Albertville, donc qui est pionnière en France sur ce sujet-là.
Maxime, merci beaucoup. Est-ce que, y a d'autres retours d'expérience qui sont présents dans cette présentation, notamment sur la ville de Grenoble? Est-ce que tu peux juste en dire, est-ce que vous pouvez juste en dire peut-être 2 mots et après on va basculer sur justement les solutions de financement de la Banque Postale. On pourra peut-être revenir sur certains, notamment à travers les questions. Peut-être juste en dire 2 mots sur la ville de Grenoble et après on bascule sur la partie de la Banque Postale. Oui, je vais passer rapidement. Donc, sur la ville de Grenoble, ce que je voulais mettre en avant, donc ils ont également mis un plan de sobriété. Donc, vous aurez les supports de présentation, donc vous pourrez regarder un peu plus dans le détail. Ce que je voulais mettre en avant sur la ville de Grenoble, c'est leur partenariat avec la société publique locale OSE, qui est donc une société publique qui est financée entre autres par la région Auvergne-Rhône-Alpes et plusieurs collectivités de la région. Et donc, la ville de Grenoble se fait accompagner par cette SPL qui est maître d'ouvrage délégué sur la rénovation performante et globale d'un certain nombre de bâtiments publics. Donc, vous voyez les projets qui ont été menés sur la carte en bas à droite. Donc, la SPL a des compétences techniques sur ces rénovations globales et à chaque fois avec la mise en place d'un CPE qui permet de consolider les objectifs d'économie d'énergie finaux. Donc sur Grenoble, il y a 4 groupes scolaires qui ont déjà été rénovés et vous voyez qu'il y a d'autres projets en cours pour les prochaines années qui sont dans les cartons. Et donc ça, c'est la trajectoire sur la réduction de la consommation énergétique, donc en bleu pour les équipements publics. Donc on voit que ça porte ses fruits et on est sur une réduction de consommation moyenne de l'ordre de 50%. Donc ça veut dire qu'avec ces actions-là, on est au niveau des objectifs du décret tertiaire de 2040. On est Donc ça, plutôt c'est sur pour... une bonne tendance. Donc, Voilà. il restait juste effectivement une échelle sur le département. Je vous propose peut-être que, juste pour respecter le timing, Maxime, qu'on bascule sur la partie la Banque Postale et peut-être qu'on reviendra sur la partie département. Ok, ça marche très bien. Super, merci beaucoup. Caroline, alors je vais passer juste les éléments du département. Euh, Justement, les moyens de financement des investissements, on voit qu'il y a vraiment quand même un mur d'investissement important qui est face aux collectivités locales. Dans quelle mesure la Banque Postale peut les aider? Et vous-même, vous l'avez certainement quantifié, ce mur d'investissement. La Banque Postale et tous les partenaires bancaires, hein. Merci, Maxime, pour l'introduction sur les moyens de financement, puisque vous en avez parlé en quelques mots sur le format Intracting de la ville d'Albertville, qui, à ma connaissance, est une des premières et seules peut-être collectivités à l'avoir mis en place sur fonds propres, mais c'est aussi un mécanisme qui existe sous format d'avance remboursable, qui est proposé par notre confrère, la Banque des Territoires. Donc des moyens de financement, on va le voir, qui sont de plus en plus importants pour financer ce mur d'investissement. Alors quand on essaye de chiffrer la volumétrie des investissements climat, on s'appuie sur quoi? On s'appuie sur les chiffres qui ont été estimés par l'Institut de l'économie pour le climat, I4CE. Donc là, je vous indique la volumétrie des investissements climat qui a été présentée dans une étude d'octobre 2022, qui indique que les collectivités locales, en tant qu'acteurs publics agissant sur les territoires, agissant en investissement, devraient plus que doubler leurs investissements pour pouvoir atteindre les objectifs de la stratégie nationale bas carbone, la SNBC, puisque la France s'inscrit dans la SNBC pour réduire de 55% les émissions de gaz à effet de serre à horizon 2030 sur la base d'une année de référence de 1990. La finalité pour la France et pour l'Union européenne, c'est de devenir un continent neutre pour le climat d'un point de vue gaz à effet de serre à horizon 2050. Donc quand on regarde les 12 milliards d'investissements annuels récurrents qu'il faudrait mettre en place à horizon 2030, la rénovation énergétique des bâtiments publics au sens large, et pas uniquement ceux qui représentent plus de 1000 mètres carrés, donc on est vraiment sur la rénovation énergétique au sens large, devrait s'élever à 2,7 milliards par an. C'est une partie qui est non négligeable. Le reste, je fais juste une parenthèse, concernant en grande partie les mobilités au sens large, infrastructures et matériel roulant. Donc comment financer ces investissements climat? Donc on l'a vu avec des formats Intracting fonds propres ou en format avance remboursable. Il y a aussi le format prêt
prêt bancaire, prêt vert qui est fléché. C'est un petit peu le postulat de la Banque Postale qui a mis en place des prêts citoyens dits verts depuis 2019, avec un objectif qui est de prêter sous format vert, à condition que les travaux d'économie d'énergie permettent de réaliser au moins 30% d'économie sur la consommation hors chauffage à énergie fossile, et c'est des éléments qui sont apportés par les collectivités au moment de la mise en place du prêt vert. Donc c'est sous la base d'un reporting déclaratif, a priori, réalisé par les services techniques qui font remonter les éléments au service des finances et donc à l'établissement de crédit, ce qui va permettre après à la Banque Postale et à son partenaire la SFIL, qui nous permet de refinancer les prêts, d'aller chercher la liquidité sur les marchés, de pouvoir montrer, si je peux le dire avec un mauvais jeu de mots, patte verte auprès des investisseurs sur les marchés, parce que ce qui caractérise le qualificatif vert d'un prêt, c'est bien la destination finale associée au projet. La dette n'est verte que si le projet est vertueux en matière de transition écologique et notamment sur la partie rénovation. Donc là, ça relève un petit peu de tout le discours. On le voit passer dans les amendements dans le projet de loi de finances, un amendement sur la dette verte qui pourrait être facultatif pour les collectivités, à savoir retracer les contrats d'emprunt qui permettent de favoriser ces investissements climat. Mais le vert a le vent en poupe pour descendre jusqu'au projet, et c'est un petit peu l'objectif de la finance durable, c'est bien de réorienter les flux financiers vers des investissements sur les territoires qui font sens. Donc on demande aux emprunteurs de compléter des annexes au moment de la mise en place de leur contrat. C'est ce qui permet, si vous passez sur la slide d'après, d'établir des reportings d'impact, notamment en matière de rénovation énergétique. Donc là, c'est un exemple de reporting qui est effectué par notre partenaire SFIL sur la base d'une émission verte réalisée en 2022. Donc là, on est sur des chiffres produits cette année. Ça permet de chiffrer les tonnes de CO2 qui sont évitées par an, et donc de manière récurrente. Plus on investit en vert sur des investissements climat, et plus ça permet de réduire petit à petit les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce sont des éléments qui permettent aux établissements de crédit de réaliser des reportings d'impact vis-à-vis des investisseurs, et aussi aux collectivités d'identifier les projets. C'est ce que vous indiquiez un petit peu dans votre démarche. On identifie, on priorise, on fait les diagnostics, on lance les travaux et on suit les consommations dans le temps, ce qui permettra petit à petit aussi aux collectivités de mettre des mots et des chiffres sur l'impact local de leurs choix politiques qui sont de plus en plus forts en matière de transition. Je vous inviterai aussi à lire l'étude d'ICAT-CE et de la Banque Postale qui a été publiée la semaine dernière dans le prolongement des données que je vous donnais il y a quelques instants sur la volumétrie des investissements climat. Un des éléments qui est mis en avant dans l'étude de la semaine dernière, c'est comment les collectivités vont financer ces investissements climat en mobilisant plusieurs leviers. J'ai parlé de la dette, mais si la dette est utilisée comme principal levier pour financer les investissements, on s'aperçoit que la volumétrie des masses de liquidités bancaires, obligataires, tout format auquel on peut penser, on pourrait atteindre des volumétries entre 25 et 30 milliards d'emprunts nécessaires pour aller financer ces investissements climat, avec des points hauts à 80, 85 ou 90 milliards d'investissements à réaliser du côté des collectivités pour rentrer les clous de la stratégie nationale bas carbone. Donc je vous invite à consulter cette étude. Donc un volet financement par la dette verte, donc avec une volonté aussi du côté des associations d'élus et des associations au sens large de lever aussi ce tabou que peut représenter le levier de l'endettement, parce que les ratios au global des collectivités sont toujours bien positionnés. Je pense notamment au ratio capacité de désendettement, mais que quoi qu'il arrive, pour parvenir à gravir ce mur d'investissement, il ne faudra pas mobiliser que la dette verte ou autre, pas que de la capacité à investir via l'épargne nette, mais aussi d'aller optimiser
la recherche de financement externe, notamment la recherche de subventions. Et côté Banque Postale, on a mis en place aussi un service d'accompagnement à la recherche et à la mise en œuvre de subventions via une équipe Subzen. On a des collègues qui vont accompagner les collectivités sur des projets spécifiques, notamment les projets qui concernent la rénovation énergétique des bâtiments, à aller chercher les bons financeurs en fonction des projets qui ont été priorisés sur les territoires. Et on peut accompagner aussi la collectivité dans le montage et le dépôt du dossier auprès des financeurs dédiés, hein, que ce soit l'interco, le département, la région, en tout cas l'État ou l'Europe. On les accompagne pour déposer les dossiers pièce à pièce et jusqu'à aussi permettre le versement des subventions au fur et à mesure de la réalisation des travaux. Et ça a d'autant plus d'intérêt aujourd'hui que le projet de loi de finances a remis une louche sur le fonds vert qui est pérennisé aussi en 2024, un fonds vert qui est accru avec une dimension rénovation énergétique concernant aussi les groupes scolaires et ce qui permet donc aux collectivités de mobiliser au-delà de la dette verte des financements en format intracting, d'aller chercher et optimiser quand elles n'ont pas forcément le temps en tout cas ou la compétence d'aller optimiser ces financements externes. C'est les fameux 200 millions supplémentaires, c'est ça, pour le fonds vert? Ou je ne sais plus Le exactement fonds quel vert, était il est le... porté à 2,5 milliards, mais vous avez aussi un certain nombre de dotations, la DSIL et autres, qui sont centralisées fonds vert. Et l'État a mis en place, encore plus en 2024, le verdissement de l'ensemble des dotations qui sont à la main des préfets de département pour pouvoir flécher davantage la ressource. On flèche de plus en plus les emprunts vers des projets verts, on flèche de plus en plus les dotations et les subventions vers des projets verts. Tout verdit, si on peut dire. Donc derrière, il faut mettre en place des indicateurs pour être certain que la liquidité va au bon endroit, en tout cas là où elle est attendue pour rentrer dans les clous des objectifs. Caroline, juste cette prestation, c'est une prestation au forfait pour que notre audience comprenne bien, c'est-à-dire que c'est une prestation de service, on aide Oui, au montage du dossier et c'est un forfait. c'est ça. Très bien. En fonction du nombre de projets qu'il faut aller financer et le nombre de projets. Donc c'est chiffré par nos consultants de l'équipe Subzen. Très bien. Bah, écoutez, parfait. Il y aura peut-être des questions, je pense que sur N'hésitez pas. le mur d'investissement par la suite. On va justement enchaîner avec Antoine Poirier, qui va nous. Donc, il y a un autre levier de financement qui, pour atteindre les échéances de 2030 et qui arrive très vite. C'est notamment le financement, le levier puissant des C2E, des certificats d'économie d'énergie, un mécanisme que vous connaissez peut-être, mais qui n'est pas suffisamment utilisé par les collectivités locales. Et donc, Antoine, je vous laisse la main. Ok, très bien, merci pour cette transition. Donc très rapidement, hein, je présente notre société. Économie Énergie, on est délégataire C2E depuis plus de 15 ans, reconnu sur le marché. On accompagne les acteurs du privé et du public à l'obtention de certificats d'économie énergie et on est une filiale du groupe La Poste. Alors concrètement, c'est quoi les certificats d'économie énergie? C'est un dispositif qui a été créé en 2005 via la loi de programmation et d'orientation de la politique énergétique. Euh, En fait, ce dispositif oblige les producteurs et distributeurs d'énergie à réaliser des quotas d'économie d'énergie sur une période donnée de 3 ou 4 ans en règle générale. C'est une obligation qui est fixée au prorata du volume de vente. Donc plus le distributeur va avoir un volume de vente élevé, plus son obligation va être élevée. Si jamais le quota n'est pas atteint, il y a une pénalité libératoire à payer en fin de période qui peut être assez conséquente en termes de financier pour l'obliger. Actuellement, nous sommes sur la 5e période des C2E qui court du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. Les acteurs du dispositif sont, donc, comme on l'a vu, les obligés, qui sont les distributeurs et les producteurs d'énergie, les éligibles, qui sont principalement des collectivités territoriales et des établissements publics, et les entreprises qui sont des délégataires C2E, telles que la nôtre, Économie d'énergie. Ces 3 acteurs sont les seuls à pouvoir aujourd'hui déposer des demandes de C2E auprès de l'administration, le pôle national des C2E. Comment est-ce qu'on obtient des C2E? Lorsqu'on est un obligé et qu'on doit remplir un quota, on peut soit donc, payer la pénalité libératoire si on n'atteint pas le quota, soit acheter des C2E sur le marché auprès des collectivités territoriales ou des délégataires, ou en réalisant des actions d'économie d'énergie auprès du marché. Là, on parle en fait de financer des travaux d'économie d'énergie via le levier des C2E, donc avec des versements de primes directement au client final ou via un installateur pour, si vous voulez, racheter les certificats d'économie d'énergie qui sont générés par des chantiers.
Ces C2E, comment ils sont calculés? L'unité de mesure, c'est le kilowattheure Qmac. Qmac, ça veut dire cumulé parce qu'en fait, on prend en compte la durée de vie du produit, et actualisé puisqu'il y a un taux de dépréciation avec une perte d'efficacité du matériel. Comment sont calculés ces C2E? Ils sont calculés via des montants forfaitaires qui sont définis sur des fiches standardisées. Donc le ministère édite un catalogue de fiches standardisées sur lesquelles on retrouve les conditions d'éligibilité, et les montants de C2E qui sont associés à ces opérations-là. Les montants vont varier en fonction de la zone climatique, en fonction des paramètres, des critères techniques de la machine, ou des surfaces chauffées ou isolées par exemple. In fine, comment est-ce qu'on retrouve le montant de prime? Ça va être le montant en kilowattheure Qmac qui est défini sur les fiches standardisées, multiplié par un tarif de rachat qui est fixé par l'obligé ou le délégataire. En gros, qui dépend d'un tarif de marché. Aujourd'hui, vous avez une idée, juste pour donner des ordres de grandeur sur ce Alors, tarif c'est de assez rachat? variable, hein, parce que ça dépend beaucoup aussi des paramètres des travaux, notamment de la temporalité. Plus vos travaux vont être longs, plus on va avoir des incertitudes sur le marché. Mais pour faire simple, aujourd'hui, le marché doit se situer aux alentours de 6,50 €, entre 6 € et 6,50 €. Voilà, avec, comme je disais, des prix qui peuvent aller plus haut sur certains chantiers, en fonction des volumes notamment ou des dates estimatives. Et il y a un mécanisme aussi, enfin, plus on se rapproche de la fin de période, ça peut avoir des impacts sur ce prix ou... Exactement, parce qu'en fait, la fin de la période, on va avoir une incertitude, notamment tant que la période suivante n'a pas été votée et actée au journal officiel. On n'a pas la certitude qu'au-delà de 2025, les obligés vont continuer à racheter des C2E. Voilà, s'ils n'ont pas de quotas fixés ou si les quotas sont trop faibles, on ne va pas pouvoir forcément racheter au même prix que ce qu'on propose aujourd'hui. Donc voilà, À ce, c'est un jeu de marché, il y a des variations. Donc à nous de les anticiper en fonction des évolutions réglementaires, du niveau d'obligation qui sera fixé sur la P6 notamment. d'accord. Et à ce jour, on est à quelle période? Enfin, on est en P5, mais on est à On est en combien P5. On est en P5 et on a combien de temps de la fin de la période? Ah, c'est jusqu'au 31 décembre 2025, donc il nous reste 2 ans concrètement. D'accord, parfait. Voilà, la P6 est déjà en préparation, hein, il y a beaucoup de discussions autour de la P6, elle n'est pas encore actée officiellement, mais voilà, les acteurs du marché savent que de toute façon ça va sortir. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce dispositif, moi, c'est vraiment le bras armé de l'État pour aller chercher des économies d'énergie aujourd'hui sur le territoire français. L'État peut mettre en fait des leviers supplémentaires en plus de ce qu'on appelle les fiches standardisées pour favoriser certaines opérations, insister sur certains points. Notamment aujourd'hui, on a ce qu'on appelle des bonifications qui sont liées aux opérations d'installation de pompes à chaleur, aux installations de systèmes de gestion technique du bâtiment, au raccordement sur un réseau de chaleur, etc. Donc, le but, c'est de bonifier en fait le gisement qui est déterminé par la fiche standardisée avec un coefficient multiplicateur, par exemple, x2, x3, x4, selon les cas, et vraiment de rendre le dispositif C2E très incitatif pour réaliser cet investissement et changer de système de production. Donc, l'objectif, clairement, des C2E, c'est de réduire la dépendance aux énergies fossiles, de favoriser la sobriété énergétique, d'inciter à la surperformance énergétique et de répondre aux objectifs un peu plus globaux de l'Union européenne, donc qu'on appelle les certificats blancs, et au décret BAX, au décret tertiaire dont on a parlé précédemment. Juste pour avoir des ordres de grandeur sur, enfin, vous le dites certainement, mais sur la GTB, effectivement, la GTB est un élément obligatoire pour les bâtiments tertiaires de 70 kW et 290 kW en puissance nominale. Est-ce que, pour avoir une ordre de grandeur de la couverture ou de la contribution des C2E actuellement avec cette fameuse bonification, c'est à peu Alors, près combien? la bonification, hein, pour être précis, c'est pour des engagements de devis avant le 31 décembre 2023. Donc là, en termes de délai, on est très court. Peut-être que ce dispositif sera prolongé, pour l'instant, on ne le sait pas du tout. L'idée, c'est que la migration d'une GTB, c'est-à-dire la transformation d'une GTB existante avec une classe énergétique assez faible de type D ou C vers une classe de type A ou B apporte une bonification de 1,5 par rapport à la fiche standardisée classique, et l'installation d'une GTB neuve sur un bâtiment qui en est dépourvu apporte un bonus de x2. Tout à Voilà, fait. on a des exemples juste après pour pouvoir se faire une idée un petit peu du montant de prime associé aux différentes opérations qui sont valorisées au niveau des C2E. Donc, par exemple, une école privée à Reims, on est sur de la modernisation d'installation de chauffage, donc remplacement d'une pompe à chaleur RO par une nouvelle pompe à chaleur RO et la mise en place d'une GTB uniquement pour piloter la partie chauffage.
On est sur une surface chauffée de 1530 mètres carrés, un coût de travaux de 32 000 € et une prime C2E de quasiment 8 000 €. Donc c'est En termes, substantiel, c'est ouais, quand même un tiers presque voilà, de c'est la... vraiment pas négligeable, c'est très incitatif. Et en plus de ça, on est vraiment sur des travaux qui vont favoriser la baisse de consommation énergétique. Donc des baisses de plus de 30% de consommation par an, donc des économies de 4 000 € par an, un TRI du coup qui devient vraiment très très faible. Un autre exemple sur les bureaux de la région lyonnaise, par exemple, donc là on est sur du remplacement de chaudières fuel par une pompe à chaleur réversible RO et le remplacement des ventilos convecteurs également. Là on va bénéficier du coup de pouce chauffage, donc pour le remplacement d'une chaudière par une pompe à chaleur avec un bonus de x4 sur le montant de prime de la fiche standardisée correspondante. Alors c'est un peu Euh, le cas idéal, la ouais, fuel là pompe pour à le coup on est chaleur, ça sur un cas c'est... vraiment un petit peu pas mal. En termes de surface chauffée refroidie, c'est 5 420 mètres carrés, coût des travaux 272 000, donc on est sur un investissement beaucoup plus lourd que sur l'école tout à l'heure, et une prime C2E de 22 000. Alors, ça reste que 10% du chantier, c'est pas énorme, mais encore une fois, derrière, c'est les économies d'énergie qui vont vraiment favoriser un TRI très faible. Oui, avec un prix du kilowattheure qui structure, enfin du gaz qui est structurellement haut. Et Exactement. même si la situation s'est un peu détendue, on n'est quand même pas sur une redescente, en tout cas prochainement. Voire jamais pour le fossile, en tout cas. Enfin, En tout cas, c'est voilà, pas la c'était tendance. Actuellement, la pas du tendance est tout la plutôt tendance. effectivement une migration vers l'énergie électrique qui est beaucoup moins chère, qui va générer des économies substantielles rapidement. Ok. Voilà, il nous reste deux petits exemples encore. Il y en a un notamment qui Oui, concerne allez-y, je vous uniquement en la prie, GTB. on a un petit peu en avance, donc allez, vous pouvez y aller. Donc, on est sur un cas un peu différent, là, sur un centre hospitalier dans le département de l'Eure. On est sur la modernisation des installations frigorifiques avec de la récupération de chaleur et de la gestion sur la partie haute pression flottante. Pareil, des coûts de travaux assez élevés, mais des primes C2E vraiment beaucoup plus conséquentes parce que là, les volumes d'économie d'énergie sont aussi plus substantiels, notamment grâce à la récupération de chaleur qui est vraiment très valorisante. Donc on parle de 160 000 € de prime C2E obtenue pour un chantier qui fait 420 000 €, une baisse de consommation de quasiment 80 000 € par an en termes de consommation énergétique, donc c'est phénoménal. Et un TRI voilà, inférieur à 4 ans. Donc Et effectivement, là, sinon, c'est très attractif. voilà. Et sinon, un dernier exemple concernant les concessions automobiles. Donc là, on était sur une foncière immobilière qui possède plusieurs établissements de concessions automobiles. On a aujourd'hui modernisé 40 établissements avec des GTB de classe A, une surface totale de 40 000 mètres carrés, un coût des travaux globaux de 530 000 € et des primes C2E de plus de 110 000 €. Donc là, c'est pareil, on est sur 20% du coût des travaux couverts par les C2E. Donc c'est vraiment une opportunité qu'il faut saisir et ne pas oublier que la quasi-totalité des travaux auxquels vous pouvez penser aujourd'hui correspondent à une fiche standardisée et sont valorisables au niveau des C2E. Donc, juste pour rappeler que pour la GTB, effectivement, il y a une obligation du janvier 2025 et un peu plus tard pour les bâtiments qui sont en 70 kW, approximativement 1000 mètres carrés. Mais voilà, donc il y a le levier réglementaire. Et puis là, vous avez spécifié vous-même que les C2E contribuent largement à la mise en œuvre de ce type de solution. Aujourd'hui, sur les GTB, c'est seulement 6% des bâtiments tertiaires dans un dernier rapport qu'avait sorti la commission de régulation de l'énergie. Donc, vous voyez, il y a vraiment un énorme chantier à réaliser sur cette partie GTB, qui est un des leviers pour atteindre les échéances du décret tertiaire. Merci beaucoup, Antoine. Vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être? Non, très bien, avec plaisir, merci. Ok, donc on en vient justement, il nous reste 10 minutes pour les questions-réponses. Merci à tous. Donc vous avez normalement la possibilité dans votre table, dans votre environnement Teams, dans la table du haut, la ligne du haut, vous avez un petit volet questions-réponses. N'hésitez pas à écrire votre billet. Et voilà. Et Nathalie, qui est partie prenante de notre modératrice qui va en tout cas nous faire part de vos questions. Nathalie? Oui, tout à fait. Alors, on a une première question. Est-ce que vous pouvez expliciter les manières de valoriser les C2E pour les collectivités? Parce que ça peut vite devenir un casse-tête. Les collectivités ont beaucoup de mal à les valoriser par elles-mêmes. Sur certains territoires, des syndicats les valorisent pour les collectivités, mais on a du mal à voir comment. Voilà.
Est-ce qu'il faut faire une demande avant signature du devis, comme pour les particuliers, etc. Donc, est-ce qu'on peut avoir un petit peu plus de détails? Alors, effectivement, c'est une très bonne question. Les collectivités, par leur statut d'éligible, ont la possibilité de déposer, de faire des demandes de C2E eux-mêmes. Effectivement, ça nécessite de connaître le dispositif, donc les collectivités sont souvent perdues. Nous, on propose des prestations d'accompagnement pour les collectivités, soit au dépôt des C2E sur leur propre compte, soit tout simplement, on prend à notre charge, via des installateurs, par exemple, les C2E en déduction du coût des travaux. Si la collectivité en fait dépose les C2E elle-même, en tant qu'éligible, elle n'a pas à prouver ce qu'on appelle le rôle incitatif. Donc elles peuvent en fait déposer des C2E, faire une demande de C2E, même si les chantiers sont déjà engagés et les travaux potentiellement déjà terminés. Si la collectivité se passe par un acteur tel que nous, effectivement, il y a une partie contractualisation qui généralement doit être faite en amont des engagements de travaux. Voilà, j'espère Merci. avoir répondu clairement à la question. C'est très Merci clair. Antoine. Merci Antoine. Une autre question, comment peut-on déposer une demande de financement Intracting? Faut-il réaliser un audit énergétique en amont pour déterminer les travaux pertinents? Alors, Caroline, vous voulez parler, vous voulez juste apporter quelques éléments, peut-être Maxime aussi, vous avez chacun des éléments à apporter. Alors, on vous entend pas, le micro est coupé. Caroline, Maxime? Alors, juste en attendant, je peux vous dire que normalement, nous, on a une expérience aussi sur ce point et on travaille avec la Banque des Territoires, mais aussi la Banque Postale. Donc, l'audit énergétique est effectivement un des points, un des premiers éléments dans la séquence pour identifier en fait les actions de performance énergétique qui peuvent être mises en place dans la convention d'Intracting et qui permettent donc de financer ensuite les actions de performance énergétique. Donc ça, c'est en tout cas de notre expérience, notamment avec la Banque des Territoires, c'est effectivement un des éléments de prérequis. Voilà, mais je ne sais pas ce que vous, quelle est votre expérience, n'hésitez pas, Maxime, Caroline, si votre micro marche. J'avais pas mis mon micro tout à l'heure, pardon. Non, je voyais que Marie de Tuder avait été intervenue dans le question-réponse, donc c'est peut-être une consoeur de la Banque des Territoires, mais vous avez bien répondu, merci. Donc oui, n'hésitez pas à consulter le site de la BTT, vous aurez des éléments précis en la matière. C'est un financement amortissable jusqu'à 13 ans. Donc, en tant que financier, il faut aussi que vous soyez vigilant sur la durée sur laquelle vous souhaitez amortir pour lisser aussi le remboursement en capital en fonction de votre analyse financière prospective. Est-ce que vous avez la capacité de rembourser plus ou moins vite cette liquidité? Voilà. Merci, Caroline. Nathalie, il y a d'autres questions, je suppose? On a quelques questions, effectivement. Alors, attendez, puisque ça... Alors, une autre question, effectivement. Comment, à l'issue, est-ce qu'on peut mesurer les économies attendues? Comment vérifier que les économies attendues soient bien réalisées? Dans le cadre d'un financement type Intracting, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. D'accord. Caroline, vous voulez répondre ou Maxime? Caroline a encore son micro coupé, je crois. Le micro est coupé. Moi non, je ne suis pas la spécialiste de l'intracting, donc si Mais si si la vous voulez, je question peux côté peut-être consoeur Maxime. à distance, c'est qu'elle n'hésite Ouais. pas à Alors prendre la parole. effectivement, on a une consoeur de la Banque des Territoires qui nous dit qu'effectivement pour l'Intracting, il faut avoir conduit un audit énergétique. L'audit permet de déterminer les APE et de quantifier les économies envisageables. Donc c'est quelqu'un Voilà. qui est donc en charge, qui est basé en Centre-Val de Loire. Merci beaucoup pour ces précisions. Je peux juste apporter, effectivement, nous, au sein de Sobre Énergie, on apporte, grâce à notre plateforme Datamark, aussi ce qu'on appelle un module qui s'appelle Suivi Réno, qui est en capacité, dans le cadre de votre convention d'Intracting, de faire un reporting automatisé sur la base des données distributeurs, exactement comme sur la base des données de notre plateforme Datamark. Et donc, tout au long de la convention, de pouvoir reporter les actions de performance énergétique par type de travaux, par type de fluide, et donc d'arriver en fait
à une comparaison entre la consommation qui est visée et la consommation qui est réalisée. Voilà, dans le cadre de comités de pilotage, qui sont les instances qui permettent entre le client, entre la collectivité et la banque. Voilà. Merci. Peut-être en complément pour s'assurer de la bonne atteinte des objectifs de réduction de consommation dans le cadre de rénovation de bâtiments publics, la mise en place de CPE, donc de contrats de performance énergétique, permet justement de vérifier la bonne atteinte de ces objectifs après la réalisation des travaux. Et du coup, il y a souvent des pénalités envers les entreprises de travaux si elles n'atteignent pas ces objectifs-là. Donc, c'est vraiment un contrat à double partie qui a des intérêts, qui est intéressant pour les deux parties. Effectivement, le contrat de performance énergétique qui contribue à avoir une logique de résultat pour les opérateurs ou les entreprises de travaux dans le cadre des contrats de performance énergétique qui sont qui sont publiés en tout cas par les collectivités ou mis en œuvre par les collectivités. Petite précision supplémentaire, si je peux me permettre, les contrats de performance énergétique peuvent, dans certains cas, apporter des bonifications sur le gisement C2E obtenu. Donc, c'est aussi très intéressant de le réaliser, parce que généralement, on le couvre rapidement en termes d'investissement. Effectivement. Juste en termes d'actualité purement réglementaire, vous le savez peut-être, il y a la loi de mars 2023 dont le décret d'application a été publié il y a une quinzaine de jours, qui vise à définir plus précisément l'accès au tiers-financement avec un contrat de performance énergétique notamment. Voilà, mais ça nécessiterait donc un webinaire en soi. Voilà, et peut-être une prochaine session de webinaire. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Nathalie? Oui, il y en a une dernière. Donc, l'idée du décret tertiaire est de massifier la rénovation énergétique des bâtiments tertiaires. Est-ce que ce n'est pas un peu risqué, voire contre-productif, de montrer qu'avec du photovoltaïque, on atteint les objectifs? Alors là, je veux me permettre de répondre, puisque effectivement, c'est ce qui ressortait un peu de l'exemple que nous avons pris. En fait, le dispositif éco-énergie tertiaire vise avant tout à jouer sur les consommations d'énergie du bâtiment tertiaire. Donc, on est d'accord que c'est une forme un peu de dérive, ou en tout cas on n'est pas dans la philosophie initiale du dispositif. Donc, ce qu'on recherche, c'est avant tout de réduire les consommations d'énergie du bâtiment tertiaire. Mais il y a ce levier qui est important, puisque en autoconsommation, dans le cadre d'une centrale photovoltaïque, vous allez forcément ne pas utiliser des kilowattheures qui seront soutirés du réseau, comptés par le point de livraison, par le compteur. Et donc, forcément, vous allez moins consommer de kilowattheures du compteur, enfin, issus du compteur, issus du réseau du grid. Donc, forcément, c'est un levier. Maintenant, dans le cadre du dispositif, il faut savoir aussi être modulé intelligemment, il faut savoir utiliser les règles. Mais nous, bien sûr, en tant que spécialistes et en tant qu'auditeurs, on préconise aussi, bien sûr, des actions de performance énergétique, et il faut faire des choix pragmatiques. Voilà un peu ma réponse sur ce sujet. Merci, nous sommes arrivés au bout des questions. Eh bien, très bien. Merci à tous. On a tenu le timing, 1 heure pile. Je vous remercie en tout cas pour je remercie tous nos intervenants pour leur partage de retour d'expérience et les qualités de leur contenu. Et écoutez, nous tenons à votre disposition pour d'éventuelles prolongations de discussion. Sachez que nous avons un livre blanc qui est disponible sur le site de Sobre Énergie en téléchargement. Vous pouvez également le télécharger via ce QR code qui s'affiche sur votre écran. Et donc, vous avez un guide étape par étape qui vous permet d'atteindre, en tout cas de vous donner plus de détails sur cette trajectoire pour atteindre l'échéance de moins de 40% en 2030. Voilà, on était ravis de partager ces quelques moments avec vous, et puis une prochaine session très prochainement sur d'autres thèmes. Merci à tous. Merci. Bonne journée. Merci.